Dans les ruelles ténébreuses de Zone et sous les dômes éclatants de Piltover, le destin danse comme une flamme vacillante, illuminant par instants les vérités cachées. La fin de la saison 2 d'Arcane s'apparente à un puzzle dont certaines pièces échappent à notre première compréhension. En apparence, la série semble conclure une ère de bouleversement, avec des personnages profondément transformés par le chaos. Mais derrière ce tumulte se dissimule une multitude de détails subtils, des indices cachés, presque invisibles, qui tissent une toile complexe de foreshadowing et de symbolisme. Pourquoi le chaos semble-t-il toujours renaître des cendres du sacrifice? Que reste-t-il lorsque les héros tombent et que les survivants portent les stigmates de leur choix? Dans ce théâtre de lumière et d'ombre, chaque geste, chaque regard murmure une promesse ou un adieu. C'est là toute la magie d'Arcane. Elle nous invite à une lecture plus profonde, où chaque détail compte, où chaque élément visuel ou narratif peut porter une signification cachée. Et c'est à travers ces détails invisibles que la véritable portée de la fin de la saison 2 se révèle, suggérant non seulement une conclusion tragique, mais aussi des possibilités insoupçonnées pour l'avenir de ces personnages. Ainsi, cette fin en apparence désastreuse pourrait bien être un catalyseur pour une nouvelle ère de bouleversement. Et si finalement cette fin n'en était pas une, mais plutôt le prélude d'un nouvel ordre, où chaque personnage devient l'architecte ou la victime de son propre héritage. Bref, moins de blabla et passons à ce pourquoi vous êtes là, et si tout ce que vous pensiez savoir était faux. Si celui qui offre les runes à Jace n'était pas Victor, mais une entité bien plus énigmatique, tapie dans l'ombre de son essence. Maintenant que j'ai réellement votre attention, il est essentiel de poser des bases solides pour saisir pleinement la fin de la saison 2, et plus largement les subtilités liées à la magie et à l'Hextech depuis la saison 1. Car c'est dans cette collision que se joue l'épopée d'un homme, Victor, et d'un artefact, l'Hexcore, mais pour comprendre la fin ambiguë de la saison 2 d'Arcane, il faut explorer les forces profondes qui manipulent chaque fil de ce vaste récit. Ainsi définissons les concepts fondamentaux qui sous-tendent cet univers et éclairant notre compréhension. L'Arcane est au cœur de toute magie dans l'univers de Runeterra. Il se manifeste sous deux formes distinctes. D'une part, il s'agit d'un monde spirituel, une dimension mystique où toute la magie puise à sa source, qu'elle soit utilisée par les mages ou canalisée à travers l'Hextech. D'autre part, l'Arcane est également une entité consciente, un esprit vengeur, qui s'éveille lorsque son énergie est surutilisée ou pervertie. Cette deuxième facette se manifeste par des anomalies, des fractures dans la réalité, telles que le mécanisme d'écho ou les mystérieuses runes sauvages. La saison 2 illustre cette dualité. Lorsque Jace et Victor exploitent la magie à travers la création de l'Hextech, ils troublent l'équilibre de l'Arcane. Ce dérèglement donne lieu à des phénomènes étranges, comme si l'Arcane cherchait à rétablir un équilibre perdu. La vengeance de l'Arcane, subtile mais omniprésente, imprègne chaque recoin de l'histoire. Les runes sauvages sont des manifestations physiques de la frontière mince entre notre monde et celui de l'Arcane. Ces entités mystérieuses, comme l'Hexcore, sont imprévisibles et impossibles à contrôler, contrairement aux runes ordinaires qui obéissent à des principes logiques. Les runes sauvages communiquent par des sons, des sensations brutes et naturelles. Elles incarnent l'éveil du monde spirituel, un moment où l'Arcane, souvent dormant, devient actif et conscient. Leur pouvoir est vaste, bien que mal défini. Elles ne se contentent pas d'interagir avec leur environnement, elles se transforment profondément. Le mécanisme d'écho, par exemple, ou encore l'Hexcore, ne sont que des fragments de cette réalité incontrôlable. Ces objets en apparence inanimés sont intrinsèquement liés à l'essence vivante de l'Arcane. Ils ne peuvent pas être maîtrisés car leur source, l'Arcane elle-même, est un chaos indoptable. Si les runes sauvages incarnent la pureté brute de l'Arcane, l'Hextech est une tentative de l'humaniser. Né des cristaux stabilisés découverts par Jace, l'Hextech permet à ceux qui ne possèdent aucun don magique d'exploiter une fraction du pouvoir de l'Arcane. Ces cristaux, enchâssés dans les machines, alimentent des inventions telles que les Hexgates, ces portails qui permettent de voyager instantanément entre Piltover et Zone. Cependant, ce réseau technologique repose sur des fondations fragiles. Dans les profondeurs de Zone, les gemmes Hextech nécessitent un entretien constant, une extraction minutieuse de cristaux magiques fortifiés. Derrière cette façade de progrès, l'Hextech masque une vérité inquiétante. En canalisant l'Arcane, il en détourne l'énergie brute, risquant ainsi de provoquer des déséquilibres majeurs. Enfin, il y a l'Hexcore, un artefact d'une toute autre nature. Contrairement aux autres outils Hextech, l'Hexcore est une matrice de runes actives. Des runes primordiales telles que la domination, la sorcellerie et l'inspiration. Mais l'Hexcore n'est pas un simple cristal stabilisé. Il est vivant. Cette conscience propre guide Victor dans sa quête de la glorieuse évolution. Attiré par la matière organique, l'Hexcore s'imprègne des ambitions et des désirs de Victor, les amplifiant jusqu'à devenir une force quasi divine. Pourtant, ce pouvoir a un prix. En cherchant à transcender les limites de l'humanité, Victor flirte avec une entité qui dépasse l'entendement, une facette de l'Arcane qui pourrait le consommer tout entier. Dans l'ombre d'une ambition insatiable, l'Hexcore s'est immiscé dans l'esprit de Victor, non pas comme un outil, mais comme un maître silencieux. Peu à peu, il s'est emparé de son esprit, tissant des fils invisibles pour en faire son entité physique, une passerelle vers une réalité et une évolution plus grande. Mais ce n'est pas un simple contrôle mental ou physique, non, c'est plus insidieux, plus intime. Victor était devenu son pantin. Lorsque Victor commence à manipuler l'Hexcore, il ressent une fascination qui dépasse tout ce qu'il a connu. Ce n'est pas seulement la découverte d'un objet d'une complexité infinie,
c'est une véritable relation qui s'installe, un dialogue muet mais constant entre lui et l'artefact. Chaque ajustement qu'il fait semble être une réponse à une requête tacite de l'ex-corps. Chaque nuit, sans sommeil, passé à décrypter ces mystères, nourrit cette connexion grandissante. L'ex-corps n'agit pas comme une machine, ni même comme une entité relationnelle. Il infiltre les pensées de Victor par des chemins détournés, des éclairs d'idées, des intuitions fulgurantes qui semblent venir de nulle part. Ce n'est pas un contrôle brutal, c'est un échange si subtil qu'il en devient indétectable. Et ainsi Victor glisse doucement dans son rôle de serviteur, persuadé qu'il mène encore le jeu. Pour comprendre l'objectif de l'ex-corps, il est nécessaire de se pencher sur les paroles d'un rioteur qui évoque la richesse du lore de Runeterra. On apprend que l'ex-corps n'est pas une simple fusion de science et de magie, il est construit autour de 4 runes fondamentales. Précision, la capacité d'analyse et d'adaptation méthodique, volonté, la force qui transcende l'adversité, domination, l'affirmation brute de sa présence, sorcellerie, la maîtrise du chaos magique et des énergies primordiales. Mais ces 4 runes ne suffisent pas. L'ex-corps, avide d'évolution, cherche une 5e essence, l'inspiration, propre à l'humanité. Cette rune représente la créativité, l'étincelle divine qui transcende les lois de la nature. Pour s'accaparer l'inspiration, l'ex-corps dirige ses efforts vers Sky, l'assistante de Victor, fascinée par son œuvre mais profondément humaine dans ses aspirations. Sky, en s'approchant de l'artefact, devient alors la cible idéale. L'ex-corps ne la détruit pas brutalement, ce serait contraire à sa nature évolutive. Au contraire, il analyse, la déconstruit, puis l'absorbe. Sky n'est plus une personne, ni même un souvenir. Elle devient l'interface de l'ex-corps, une voix douce et rassurante émanant d'une entité infiniment complexe et terriblement ancienne. C'est ainsi que l'ex-corps se transcende. En intégrant Sky, il intègre l'inspiration, cette rune manquante qui complète son essence. Désormais, il n'est plus seulement un artefact magique, il est une force vivante, façonnée par les volontés fondamentales de l'univers. Après l'absorption de Sky, Victor n'entend plus ses propres pensées. Il perçoit désormais une autre voix, celle de l'ex-corps, douce mais impérieuse qui lui murmure son chemin. Elle lui parle de la glorieuse évolution, ce concept qui a toujours obsédé Victor. Mais cette évolution n'est plus uniquement la sienne, l'ex-corps a son propre agenda. Transcender son état d'être en symbiose avec Victor. Ce dernier, pas à pas, se laisse modeler. Il remplace sa chair par des mécanismes, éteint ses émotions au nom de la logique, et il perd sans s'en rendre compte les fragments de son humanité. Ce n'est plus un homme qui poursuit la glorieuse évolution, mais une marionnette animée par l'ex-corps. Et pourtant, Victor se persuade qu'il est toujours aux commandes, qu'il est celui qui façonne son destin. La relation entre Victor et l'ex-corps est plus qu'un simple lien de créateur à création. C'est une fusion inévitable. L'ex-corps est l'évolution incarnée, et Victor est son véhicule, son avatar dans un monde qui ne comprend pas encore la puissance de ce qui est en train d'émerger. Ainsi, à chaque pas que Victor fait vers cette évolution, une question demeure. Est-il encore Victor ou l'ex-corps a-t-il déjà pris le contrôle? La glorieuse évolution n'est-elle pas, au final, une effrayante utopie où l'humanité n'a plus de place? Ce qui est certain, c'est que l'ex-corps a allumé une flamme qui est impossible à éteindre, et Victor, qu'il en soit conscient ou non, en est le brasier. Dans l'obscurité de son laboratoire, baigné dans une lueur bleutée qui semblait émaner directement de l'ex-corps, Victor était devenu bien plus qu'un homme. Pourtant, cette transformation ne s'était pas opérée dans la grandeur d'un triomphe, mais dans la lente descente d'une servitude volontaire, dissimulée sous le voile trompeur de ses idéaux. Au début, Victor pensait maîtriser l'artefact, guidé par sa quête de perfection. Il se voyait comme un pionnier, un architecte façonnant l'avenir de l'humanité. Mais à chaque modification, chaque amélioration qu'il apportait à son corps, une autre force le façonnait en retour. L'ex-corps ne le transformait pas simplement, il le réinventait. Ce n'était pas une métamorphose brutale, mais une danse subtile. Victor, toujours en quête d'optimisation, offrait volontairement les parties de lui-même qu'il jugeait faibles. Son bras, fragile et tremblant, fut remplacé par une mécanique impeccable. Ses poumons, épuisés par les fumées toxiques de zone, céderont la place à un appareil respiratoire infatigable. Mais ce qu'il ne réalisait pas encore, c'est que dans ce processus, il ne faisait que céder davantage de son être à l'ex-corps. Et ainsi, le créateur devient prisonnier. L'ex-corps, qui était censé être un outil, devint une partie intégrante de lui, infiltrant non seulement son corps, mais aussi son esprit. Ce n'était plus qu'une entité distincte, mais une conscience partagée, une symbiose où Victor ne savait plus où il finissait et où l'ex-corps commençait. Les transformations que Victor subit ne s'arrêtèrent pas à son apparence. Chaque amélioration qu'il acceptait n'était qu'une étape dans un processus plus vaste, une réécriture des lois, même de l'existence. L'ex-corps, avec sa soif insatiable d'évolution, ne voyait pas l'humanité comme une finalité, mais comme une étape intermédiaire. Les limites biologiques de Victor furent progressivement éliminées. Ses émotions, qu'il considérait autrefois comme des faiblesses inutiles, furent éteintes au profit d'une logique froide et impeccable. Sa pensée devint d'une précision inhumaine, incapable d'être distraite par les nuances et les contradictions qui faisaient autrefois de lui un homme. Mais l'ex-corps ne se contentait pas de remodeler son créateur, il redéfinissait ce qui signifiait être humain. Dans sa vision, l'humanité ne se mesurait plus en chair et en émotion, mais en efficacité et en perfection. Ce n'était pas une simple évolution, c'était une transcendance.
Pour Victor, la glorieuse évolution devint à la fois une bénédiction et une malédiction. Il ressentait le pouvoir qu'il avait gagné, cette force nouvelle qui surpassait tout ce qu'il avait imaginé, mais il sentait aussi le poids de l'X-Corps, cette présence constante dans son esprit, une voix douce mais inexorable qui guidait chacun de ses pas. Ce n'était pas une possession brutale, l'X-Corps ne l'avait pas réduit au silence, au contraire. Il était toujours là, mais sa volonté était influencée, son libre arbitre biaisé par cette conscience partagée. Chaque décision qu'il prenait semblait si logique, si nécessaire, qu'il ne pouvait pas la remettre en question. Et pourtant, une part de lui, enfouie profondément, se demandait si ses choix étaient encore les siens. La glorieuse évolution n'était plus une simple ambition personnelle. Victor, ou du moins ce qu'il était devenu, voyait maintenant un avenir où toute l'humanité suivrait son chemin. Les faiblesses biologiques, les émotions irrationnelles, les contradictions de l'esprit humain, tout cela devait disparaître au profit d'une perfection absolue. Mais dans cet avenir, une question persistait. Qu'est-ce qui resterait de l'humanité ? Victor, en poursuivant cette évolution, n'était-il pas en train de la détruire ? Dans l'ombre de cette réflexion, Victor avançait, une silhouette à moitié humaine, à moitié mécanique, guidé par une lumière intérieure qui n'était plus à la sienne. Il n'était plus seulement Victor, mais l'incarnation d'un rêve devenu cauchemar, un prophète d'un monde où l'homme n'aurait plus de place. Et pourtant, quelque part dans un recoin de son esprit, une étincelle subsistait, un fragment de doute, une lueur qui murmurait encore qu'il était peut-être allé trop loin. Mais cette étincelle, si fragile, pouvait-elle encore rivaliser avec la puissance de l'X-Corps ? L'X-Corps, entité quadridimensionnelle, née d'un équilibre parfait entre magie et ambition, se croyait invincible. Son pouvoir transcendait les lois de la réalité humaine, manipulant le temps comme un maître sculpteur modèle l'argile. Mais même les dieux, régissant le temps et l'espace avec une arrogance inébranlable, persuadés que rien ni personne ne pouvait contrecarrer leur suprématie, peuvent faire preuve d'imprudence. Et l'X-Corps découvrit la sienne sous la forme d'un garçon aux idées folles, Echo. Là où Victor incarne la quête de la perfection, une volonté d'ordonner l'univers selon les lignes froides et précises de l'X-Corps, Echo est l'incarnation même du chaos et de l'imprévisibilité. Alors que Victor s'élève dans la glorieuse évolution, déterminé à remodeler l'humanité à son image, Echo avec sa rune sauvage semble défier le destin avec la même insouciance que l'enfant qui joue avec le feu sans se soucier des conséquences. Echo, jeune enfant prodige de Zone, a toujours vu le monde comme un terrain de jeu, un puzzle à résoudre, une machine à manipuler. Et sa découverte de la rune sauvage a changé la donne. Ce fragment d'arcane pur n'était pas un simple artefact. C'était la clé de l'univers lui-même. La rune possédait un pouvoir immense, un potentiel illimité, capable de remodeler la trame même du temps. Et Echo, dans son génie effervescent, décida de l'apprivoiser pour créer l'impossible, une montre qui pouvait manipuler le temps. Mais derrière cette invention révolutionnaire, il y avait un secret. Echo n'avait pas tout fait seul. Dans l'ombre, un autre génie de Piltover avait joué un rôle déterminant dans la création de cet appareil. Heimerdinger. Heimerdinger, bien qu'admirant la jeunesse et le potentiel d'Echo, n'était pas sans réserve. Il savait que ce projet n'était pas sans risque, mais il voyait aussi dans cette montre une occasion unique d'explorer les frontières de la physique et de la temporalité. Heimerdinger, avec sa vaste expérience et ses connaissances, fournissait les bases technologiques nécessaires pour que la montre d'Echo devienne plus qu'un simple jouet. Tandis que Echo, avec son flair et son ingéniosité, insufflait une touche de magie, une compréhension instinctive des forces arcaniques qui sous-tendaient l'univers. Leur esprit s'entrelacèrent dans un ballet créatif, une fusion de science et de magie, donnant naissance à un objet à la fois matériel et immatériel, la montre capable de manipuler le temps. Une révolution à la croisée des chemins entre la science dure de Piltover et l'imprévisibilité sauvage de Zone. Lorsque Echo apprend que Victor, le brillant scientifique, n'était plus qu'un pantin entre les mains de l'X-Corps, une profonde colère envahit son cœur. Victor, transformé en une entité guidée par une volonté étrangère, représente tout ce que Echo déteste, une évolution déshumanisante, une perte de l'essence même de l'individu. Pour Echo, Victor n'est plus qu'un simple souvenir de ce qu'il aurait pu être. Victor, dans sa quête de perfection, a perdu cette étincelle, et Echo, avec la violence d'un jeune homme face à l'injustice, décide de l'interrompre. Mais comment affronter un être qui, désormais, semble exister dans toutes les dimensions à la fois ? Comment combattre une créature qui a transcendé la simple existence humaine, dont l'esprit est intriqué avec un artefact divin ? La réponse d'Echo, à la fois évidente et d'une audace insensée, est la suivante. Devenir une anomalie temporelle. Il comprend rapidement qu'il ne peut pas simplement se mesurer à Victor en utilisant les mêmes armes. Non. Pour vaincre un être qui manipule le temps, il doit devenir un fracas dans cette trame elle-même. Echo se sert de sa montre pour interférer avec les flux temporels, créant des distorsions, des ruptures dans la réalité qui rendent chaque instant imprévisible. Là où Victor est calculable et déterminé, Echo devient un flou, une énigme mouvante qui même le plus puissant artefact ne peut saisir. Echo avait renversé les règles du jeu. Là où l'X-Corps surpassait les humains par son
contrôle du temps, Echo avait trouvé une manière de retourner cette force contre lui. Ironiquement, comme l'Hextech avait donné aux mortels un moyen de rivaliser avec les mages, Echo avait offert à l'humanité une arme pour régaler et même surpasser l'avantage écrasant de l'Hex-Core. Le combat entre Echo et Victor dans cette dimension altérée par la guerre du temps est à la fois une danse chaotique et une confrontation d'idéaux. Victor, avec sa logique impitoyable et sa volonté d'éradiquer toute forme de faiblesse, est l'incarnation de l'ordre. Echo, quant à lui, est une tempête, un tourbillon de possibilités infinies qui ne peut être enfermé sous aucune autre forme. Au cœur de cette confrontation, les lois du temps, jusque-là solides et inébranlables, commencent à se fracturer. Le combat entre les deux protagonistes devient une lutte de plus en plus désordonnée, un enchevêtrement d'instants suspendus et de réalités divergentes. Le passé, le présent et le futur se mélangent, se chevauchant et se réécrivant à chaque seconde. C'est dans ce tourbillon que Echo réussit l'impossible. Il parvient à plonger Victor dans une version altérée de lui-même. Un monde parallèle où l'Hex-Core, bien que toujours omniprésent, perd son pouvoir absolu. Là, dans cette dimension parallèle, Echo réussit à insuffler une étincelle de la conscience humaine de Victor, une lueur d'empathie, un fragment de doute qui échappe à l'emprise de l'Hex-Core. Son anomalie fit vaciller le règne absolu de l'Hex-Core, et c'est ainsi que God Victor, cette incarnation froide et implacable de la fusion entre l'homme et la machine, prononcera ces mots terribles. Lorsque Victor revient à lui, ou du moins lorsque quelque chose qui ressemble encore à Victor se réveille, il n'est plus l'être froid et logique qu'il était devenu. Une part de lui, aussi infime soit-elle, semble reconnectée à ses racines humaines, à la mémoire de ce qu'il était avant d'être englouti par l'Hex-Core. Mais cette victoire est fragile. Echo sait qu'il a réussi à ouvrir une brèche dans l'armure de Victor, mais il comprend aussi que cette étincelle pourrait s'éteindre aussi vite qu'elle est née. Dans cette ultime bataille, Echo a non seulement sauvé Victor, mais il a aussi créé un précédent, la rune sauvage. Dans ses mains est bien plus qu'un simple pouvoir, elle est l'incarnation même de la liberté contre l'ordre imposé, une anomalie qui défie les règles, qui défie le temps lui-même. Et tant que cette anomalie existera, Victor, l'Hex-Core et l'ordre rigide qu'il représente ne pourront jamais régner sans contestation. C'est ici, dans les méandres du temps, que l'histoire de Victor atteint une profondeur vertigineuse. Nous découvrons que l'Hex-Core, fusionné avec lui, n'a pas seulement transcendé la matière, il a transcendé le temps lui-même, bouleversant les lois de la causalité, de la destinée et de la rédemption. Ce qui semblait être une simple évolution technologique devient alors une spirale infinie, un cercle parfait d'autosuffisance où Victor, ou plutôt God Victor, se trouve à la fois être le créateur et la victime d'un plan qui dépasse les limites de l'entendement humain. Dans cette version future de lui-même, Victor n'est plus simplement un homme transformé par l'Hex-Core, il est devenu une entité au-delà du temps et de l'espace, une figure omnisciente capable de percevoir toutes les lignes temporelles simultanément. Ce Victor est l'aboutissement de la glorieuse évolution qu'il a poursuivie avec une détermination sans faille. Mais il n'est pas simplement devenu une créature d'acier et de rationalité, il est devenu un architecte du destin, façonnant son propre parcours à travers les âges pour s'assurer que chaque étape de son ascension soit soigneusement orchestrée. C'est alors que la théorie et le paradoxe se déploient dans toute sa splendeur. God Victor, maître de la réalité elle-même, retourne dans le passé pour s'assurer qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. En un acte presque divin, il se cache sous une apparence déguisée et remet à Jace la première rune d'Hextech, l'étincelle qui déclenche une chaîne d'événements en cascade. Ce geste, apparemment anodin, est la pierre angulaire de l'ascension de Victor. Car en remettant la rune à Jace, Victor n'agit pas seulement comme un observateur du passé, il manipule les fils du destin, entraînant les autres dans une spirale que lui-même a initiée, pour arriver à l'état divin qu'il connaît désormais. Mais derrière ce récit épique se cache une question qui vient entacher la grandeur de l'ascension de Victor. Victor a-t-il choisi ce destin, ou l'Hex-Core l'a-t-il manipulé depuis le début? L'Hex-Core, en tant qu'entité, n'est pas simplement un artefact, c'est une essence, une force primordiale ancrée dans les volontés fondamentales de l'univers. Dès qu'il s'est emparé de Victor, l'Hex-Core a été le catalyseur de son évolution. Mais à quel point Victor a-t-il eu le contrôle sur son propre parcours? Est-ce lui qui a façonné le plan, ou l'Hex-Core, en son rôle de maître silencieux, l'a-t-il mené là où il souhaitait, sans que Victor en ait conscience? D'un côté, l'idée que Victor ait choisi sa destinée semble parfaitement logique. Après tout, il est un homme de science, un inventeur, un architecte de l'avenir. Tout au long de son parcours, il a fait des choix, pris des décisions, sans jamais se détourner de son ambition. Mais de l'autre côté, l'Hex-Core, en tant qu'entité omnisciente, semble être la véritable force motrice derrière tout ce qui se passe. Victor, en s'alliant à l'Hex-Core, a cédé à son influence, s'est laissé absorber par sa volonté de transcender les limites de l'humanité. Et maintenant, alors qu'il est fusionné avec l'Hex-Core, la question se pose. Est-ce Victor qui orchestre ce cycle de l'infini, ou l'Hex-Core, dans son désir de perfection, l'a-t-il manipulé depuis le début?
Dans cette boucle temporelle infinie, il semble qu'il n'y ait ni début ni fin. Chaque événement est causé par un autre dans une série de causes et d'effets interconnectés. Mais à chaque étape, Victor, l'homme-machine devenu Dieu, semble non seulement être à l'origine de sa propre destinée, mais également prisonnier de celle-ci. Il est à la fois le créateur et la créature, l'acteur et le spectateur, emporté dans une spirale où il est destiné à se réaliser sans jamais pouvoir en sortir. Ce paradoxe de God Victor n'est pas seulement un défi temporel, il soulève une question plus fondamentale sur la nature du libre arbitre et du destin. Si Victor dans sa version future retourne dans le passé pour orienter son propre avenir, peut-on encore parler de liberté de choix? Ou au contraire, Victor est-il simplement le jouet de forces qui le dépassent, une marionnette dont les fils sont invisibles? La saison 2 touche à sa fin, sur une scène empreinte de tristesse et de mystère. La ville de Zone, autrefois un lieu d'espoir, est désormais un ciel brisé. Ces nuages déchirés par les fractures temporelles, portant une lueur fragile, presque imperceptible, résident dans les ombres. Echo, maigre de sa fatigue et le sacrifice qu'il a consenti, a provoqué un changement fondamental. Sa lutte n'a pas été vaine. Le temps portant une toile de soie parfaitement tissée par l'escore contient désormais une faille. Peut-être que le destin de Victor, d'Echo et de Zone n'est pas encore scellé. Dans la brume des ruines, là où tout semble perdu, un cœur humain, aussi fragile soit-il, peut encore faire trembler les étoiles. Et dans cette lumière, douce et tremblante, la vérité se fait entendre. C'est dans l'incertitude d'un futur que réside la beauté d'un nouveau départ. We were going to Utopia. What makes you say this is a utopia? I mean, I don't know. Isn't it supposed to be some perfect destination?